Ladies and gentlemen. Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. Petite fille d'ouvrier, rien destinait Olive Thomas à devenir l'une des femmes les plus connues des États-Unis entre 1915 et 1920. L'actrice n'avait pas froid aux yeux, mais une fin prématurée et tragique l'attendait. Une tragédie qui allait devenir l'un des premiers scandales hollywoodiens. Jason Duval avec vous, comme toujours, pour Close-Up Dramatique. L'épisode d'aujourd'hui est consacré à la star du muet, Olive Thomas. Pendant une période assez courte, elle a été une véritable star du cinéma et en même temps, on disait qu'elle était parmi les plus belles femmes des États-Unis. Malheureusement, vous allez l'entendre, Olive Thomas était une amoureuse de la vie, c'était une femme qui aimait faire la fête et à un certain moment, elle va être justement plus attirée par la vie de luxe que sa carrière. L'histoire d'Olive Thomas est hyper intéressante et sa fin prématurée a ouvert les yeux sur les dessous de l'industrie hollywoodienne. Une industrie en plein essor où l'alcool, les drogues et les aventures extra-conjugales étaient monnaie très courante. Sa mort a mené aussi au premier scandale de Hollywood. Mais comme à mon habitude, avant de parler de la gloire d'Olive Thomas, revenons à son enfance. Oliva R. Duffy naît en octobre 1894 à Charleroi, en Pennsylvanie, de parents d'origine irlandaise. Elle est la cadette et la seule fille de la famille. Avant sa naissance, ses parents ont eu 2 garçons qui travailleront plus tard pour différentes productions cinématographiques. Rien ne laisse croire que la petite Oliva deviendra une star du cinéma et une personnalité publique importante. Elle grandit dans un milieu ouvrier et la ville de Charleroi n'est pas le genre d'endroit où d'immenses vedettes naissent. En fait, Charleroi est en 1894 une ville quasi minuscule où il n'y a pas grand-chose à faire à part travailler. La famille Duffy a beaucoup de cœur à l'ouvrage, comme on dit, et ils se mêlent tous de leurs affaires. Ce qui fait de la petite famille des gens bien aimés dans le quartier. Mais surtout, la réputation du père, James, est très solide. Il travaille dans une usine d'acier et il est parmi les meilleurs employés. Ce qui fait qu'à l'occasion, il reçoit un peu plus d'argent qu'il le devrait de ses patrons. Ce qui lui permet d'arrondir les fins de mois. La petite Oliva est une enfant plutôt tranquille, mais surtout très silencieuse. Elle ne cherche pas l'attention, bien au contraire. À l'école, elle est appréciée de ses professeurs, bien qu'elle ne s'intéresse que très peu aux matières scolaires. Ce n'est pas une très bonne élève, mais c'est loin d'être une mauvaise élève. Ce cadre familial tout à fait normal va par contre être renversé en 1906. James, le père Duffy, meurt dans un violent accident à l'usine d'acier. L'accident est si violent que l'on refuse que sa femme voie le corps. On n'en sait pas plus sur sa mort, mais on s'imagine quelque chose de très brutal, si on veut même pas que sa femme le voie. Pour Oliva, la mort de son père est un événement des plus tragiques. Elle était très près de lui et là, elle a l'impression de se retrouver un peu seule. Pour la fille de 12 ans, c'est un deuil très difficile à faire. La même année, n'arrivant plus à payer les fins de mois, la famille Duffy doit déménager à McKees Rock, une ville ouvrière voisine, qui est en fait chez les parents de la mère. À McKees Rock, la vie est moins charmante. La mère travaille de nombreuses heures par jour afin de pouvoir faire vivre sa famille. Oliva est alors élevée par ses grands-parents maternels. À l'âge de 15 ans, elle quitte l'école afin d'aider sa famille. Elle se trouve un emploi dans une boutique de tissus où elle reçoit de nombreux compliments concernant son physique. C'est la première fois que l'adolescente comprend le pouvoir de l'apparence. Elle se rend compte qu'elle peut vendre à peu près n'importe quel tissu à n'importe quel homme, grâce à son physique. Elle a même une technique qu'elle dit infaillible. Elle commence par complimenter un client, puis lui sourit gentiment avant de lui montrer ce qu'il cherche. Puis elle choisit un tissu plus dispendieux et mentionne que c'est son tissu préféré, tout en faisant un peu de charme au client qui finit généralement par acheter un tissu plus cher.
Cette tactique fait de Oliva une vendeuse hors pair, mais rien encore laisse présumer, malgré ce physique avantageux, que dans quelques années, elle deviendra Olive Thomas, l'une des personnalités publiques les plus populaires du pays. Le 1er avril 1911, à 16 ans, elle épouse Bernard Krogh Thomas, un homme un peu plus âgé qu'elle a rencontré au cours de l'année 1910 en travaillant dans sa boutique. C'est un mariage qui s'est fait un peu sur un coup de tête. Les deux mariés sont jeunes et ne savent pas exactement dans quel genre de vie ils s'embarquent. Même qu'à la suite de leur mariage, ils doivent vivre quelque temps chez la mère d'Olive, ce qui est très peu romantique. Par manque d'argent, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir un appartement à eux, encore moins une maison. Oliva, qui adopte maintenant le nom d'Olive Thomas, s'était aussi mariée dans l'espoir de pouvoir quitter la maison de ses grands-parents. Elle croyait que Bernard avait les moyens de lui fournir un logis à eux, mais bien au contraire. C'est que plusieurs mois plus tard que les nouveaux mariés emménagent dans un petit appartement toujours à McKees Rock. Comme il était courant à l'époque, on est en 1911, je le rappelle, Olive décide de quitter son travail afin de s'occuper de l'appartement conjugal. Elle devient alors une femme au foyer, mais rapidement elle déchante encore davantage. Elle se rend compte que ce rythme de vie est loin d'être pour elle. Comme le dira son premier mari, Bernard Krogh Thomas, plus tard dans une rare entrevue, il explique que c'est durant cette période de femme au foyer qu'Olive a développé un goût pour le luxe. C'est à ce moment-là aussi qu'elle s'est mise à rêver d'une vie de star. Elle s'est familiarisée avec le cinéma, les modèles photos et très consciente de sa beauté, elle s'est dit « Pourquoi pas moi ?» En 1913, à 18 ans, ne pouvant plus vivre cette vie tranquille et rangée, Olive Thomas décide de déménager seule à New York dans l'espoir de se trouver un travail comme modèle photo. C'est seulement en septembre 1915 qu'Olive obtient le divorce. Même si elle ne vivait plus avec son mari depuis près de 2 ans, elle met en cause la violence conjugale lors du divorce. À New York, Olive se rend rapidement compte qu'elle ne pourra pas chercher éternellement le travail de ses rêves. Pour vivre un minimum convenablement, elle se fait engager dans un magasin de Harlem. Lorsqu'elle se fait engager, elle mentionne bien au patron qu'elle ne restera pas ici longtemps puisqu'elle a l'ambition de devenir une vedette, une star, de quelle façon que ce soit. Et elle avait raison, puisqu'elle va devenir très rapidement une habituée des concours de beauté new-yorkais. Même qu'en 1914, elle se fait élire la plus belle femme de New York et devient par le fait même un modèle de choix pour tous les artistes. Sculpteurs, peintres et photographes la demandent sans arrêt. Poser pour des artistes lui permet alors de quitter son emploi à Harlem pour se dédier entièrement à cet art. Olive n'a pas froid aux yeux également. Contrairement à quelques-unes de ses collègues, elle n'hésite pas à se dévêtir entièrement pour poser devant les artistes. Voulant à tout prix devenir une vedette, elle ne refuse aucun contrat, ce qui fait que la même année, en 1914, elle figure à la une de plusieurs magazines de New York. Olive Thomas, puisqu'elle est toujours mariée à ce moment-là, gagne rapidement en notoriété. Son visage est de plus en plus partout dans la ville de New York, les lecteurs découvrent alors la beauté saisissante de la femme. Et elle reçoit de plus en plus de compliments de tous les milieux, chose qui est loin de lui déplaire. Après plusieurs contrats pour différents artistes, elle pose pour Harrison Fisher. Fisher est l'un des illustrateurs les plus connus du 20e siècle. Il a dessiné majoritairement des femmes, de tous les genres, et ses dessins ont été utilisés pour la couverture de magazines, affiches de films et de spectacles du genre revue. En 1914, il est au sommet de sa gloire et il est connu à travers les États-Unis en entier. Vous comprenez que lorsqu'Olive Thomas est contactée pour poser devant Harrison Fisher, elle est plus qu'enjouée. Elle se montre très gentille avec l'artiste et ne refuse absolument rien. Fisher est séduit par la jeune femme. Très impressionné par la beauté mais aussi l'ambition d'Olive, Fisher va écrire une lettre de recommandation à Florence Ziegfeld Jr. afin que la femme soit engagée en tant que Ziegfeld Girls. Pour faire un bref résumé, très bref résumé plutôt, sur ce que sont les Ziegfeld Girls, ce sont des femmes engagées pour leur physique, afin de jouer dans des courts-métrages, ou encore performer dans des revues. Les plus excentriques d'entre elles peuvent aussi se retrouver à performer dans les rues ou encore sur des toits d'immeubles, comme le fera Olive Thomas.
Les Ziegfeld Girls sont souvent vêtues très légèrement et il est pas rare qu'elles sont engagées pour des striptease. Je fais une mini parenthèse ici pour vous dire qu'en 1941, il y a eu un film inspiré directement des Ziegfeld Girls qui porte le même nom. C'est une comédie musicale d'amour qui met en évidence surtout le rythme de vie complètement fou de ces femmes-là. Le casting est assez impressionnant, il met en vedette Judy Garland, Eddie Lamar, Lana Turner et James Stewart. Je voulais seulement vous le dire si jamais vous voulez aller voir, si jamais vous voulez avoir une idée plus précise des Ziegfeld Girls. Fin de la parenthèse. Olive va être engagée immédiatement en tant que Ziegfeld Girls et étant déjà une figure connue, elle est parmi les plus populaires des filles. La femme crée un numéro qui va devenir très populaire et sera repris par plusieurs de ses collègues. Elle se crée un immense costume fait de ballons gonflés à l'hélium. Et pour quelques dollars, les hommes sont invités à faire éclater les ballons, jusqu'à ce qu'Olive se retrouve complètement nue devant eux. Elle est engagée dans des soirées très mondaines où elle côtoie des hommes très importants, autant de la politique que du divertissement comme le cinéma, qui adorent ces numéros très osés. La jeune femme mène alors une vie sociale des plus actives. En se retrouvant dans autant de soirées, elle boit énormément et dort que très peu, mais c'est le prix à payer pour rencontrer des hommes importants. Selon la légende, ses admirateurs les plus fortunés et influents lui donneraient des cadeaux très dispendieux. Elle recevrait à chaque jour des dizaines de bijoux de valeur. Albrecht von Bernstorff, un ambassadeur allemand, aurait été fou amoureux de Olive Thomas et lui aurait donné plus de 50 000 $ en bijoux. Et même que selon la légende, von Bernstorff aurait été amoureux d'Olive Thomas. Ça nous donne une idée du charisme qu'elle avait. Durant la période où Thomas travaille en tant que Ziegfeld Girls, elle se met à être une intime du patron, soit Florence Ziegfeld Jr. Les deux entretiennent une relation purement charnelle, mais la femme de Ziegfeld, Billie Burke, est loin d'être d'accord avec les écarts de son mari et pousse ce dernier à s'éloigner d'Olive. Leur relation n'ira pas plus loin. Plus tard, bien des proches de Olive Thomas diront qu'elle aurait souhaité épouser son patron. Elle lui aurait même demandé de divorcer de Billie Burke. Lorsque l'homme met fin à leur relation, ça aurait été un coup très difficile pour Olive. Si le nom de Billie Burke vous dit quelque chose, c'est normal. Billie Burke est la fée marraine dans Le Magicien d'Oz de 1938. En 1915, à peine 20 ans, il ne reste plus rien de la fillette timide, réservée et tranquille qu'était Olive Thomas. Elle est maintenant rendue l'une des femmes les plus belles des États-Unis et elle mène une vie des plus festives. Elle ne le sait pas encore, mais le cinéma va lui donner la vie dont elle a toujours rêvé. Lorsque l'année 1916 débute, Olive Thomas s'est fait une solide réputation de travaillante. Chez les Ziegfeld Girls, elle est parmi celles qui met le plus de cœur à l'ouvrage et ça paie énormément puisqu'elle est aussi l'une de celles les plus en demande. Comme je l'ai dit plus tôt, elle n'a pas peur de se dénuder complètement, ce qui fait que ses performances sont très courues. Au cours de l'été, elle va se mettre à fréquenter plusieurs grands noms de la production cinématographique. Elle se crée un cercle social qui tourne autour du cinéma. Ce qui fait qu'en juillet 1916, elle signe chez la International Film Company. Peu de temps après la signature de son contrat, elle est engagée pour jouer dans le 10e épisode de Béatrice Fairfax, une série de films muets qui a connu un beau succès. À la fin de l'année 1916, elle rencontre Jack Pickford, le frère de l'actrice Mary Pickford. Jack fait lui aussi du cinéma et est reconnu pour son goût de la fête, tout comme Olive. Les deux se rencontrent lors d'une soirée mondaine dans un café de Santa Monica. Leur relation va très vite évoluer et le 25 octobre 1916, dans le plus grand secret, ils se marient.
Aucun membre de la famille Pickford assiste à cette cérémonie puisqu'ils détestaient tous du plus profond de leurs âmes Olive Thomas. Le couple est très jeune. Jack a à peine 20 ans et Olive vient d'avoir 21 ans. Leur relation sera très difficile. Les deux sont très fêtards et accumulent les infidélités, particulièrement Jack. Des aventures extra-conjugales qui lui amènent énormément de problèmes. Ce que je veux dire par là, c'est que Jack fréquente beaucoup de prostituées qui lui transmettent leur maladie. Par la suite, Jack les transmet à sa femme qui, elle, se retrouve avec plusieurs problèmes de santé à cause de son mari. Olive, elle, est assez déçue, puisque pour Jack, elle a arrêté son travail chez les Ziegfeld Girls afin d'éviter les tentations charnelles. D'ailleurs, la légende veut que Florence Ziegfeld, le patron des Ziegfeld Girls, en voulait profondément à Jack Pickford pour avoir éloigné Olive de cette activité. La relation haineuse qu'entretient le reste des membres de la famille Pickford avec Thomas rend tout ça encore plus complexe. Mary Pickford s'exprime sur cette relation dans son autobiographie dans les années 50. Elle explique qu'elle estimait que Jack et Olive étaient trop jeunes mentalement pour être dans une relation amoureuse sérieuse. Les deux étaient beaucoup plus attirés par les fêtes que par leur métier. Mary Pickford les compare souvent à des enfants qui jouent ensemble aux mariés. Avec la description de l'actrice, on peut rapidement comprendre que les deux jeunes mariés s'aimaient énormément, mais n'avaient pas encore la maturité pour être dans une telle relation. Jack Pickford tient aussi à ce que le mariage reste un secret pour le grand public et même pour certaines personnes de l'industrie. Jack ne veut pas que sa femme ait du succès parce qu'il est un Pickford. Il veut encore moins que le public pense qu'Olive Thomas est engagé sur de grandes productions à cause de sa relation amoureuse. Il ne veut pas qu'Olive Thomas devienne la femme de. En fait, il est probablement l'un de ceux qui a le plus cru à Olive Thomas. Il était persuadé qu'elle allait devenir une grande star du cinéma et savait très bien qu'elle avait besoin de personne pour le devenir. Il faut attendre l'année suivante, 1917, avant de voir Olive Thomas dans son premier long métrage, A Girl Like That. C'est à ce moment-là que le grand public découvre la beauté saisissante d'Olive Thomas. Après la sortie du film, elle devient une invitée de marque pour toute soirée mondaine. A Girl Like That va apporter son lot de contrats à l'actrice. En 1917, elle tourne 6 autres films où sa beauté est le centre de son personnage. On la présente vraiment comme étant la belle femme qui fait succomber à son charme tous les hommes qu'elle croise. Un personnage largement inspiré de sa propre vie puisque la réalité n'est pas très loin de la fiction. Au cours de l'année 1918, les succès s'enchaînent pour Olive Thomas. Et elle signe avec la Selznick Pictures Company. La Selznick Pictures est une compagnie de plus grande importance que la International Film. Elle signe pour 2500 $ par semaine, mais espère surtout s'éloigner de son rôle de femme très jolie. Elle souhaite se lancer dans des rôles beaucoup plus sérieux et devenir une actrice reconnue pour son talent plutôt que pour son physique. Et heureusement pour Thomas, c'est ce qui va se passer. Avec la Selznick, elle devient l'une des femmes fatales les plus populaires. Elle enchaîne les grandes productions dans des films beaucoup plus sérieux et dramatiques qu'à ses débuts 2 ans plus tôt. Olive Thomas devient en 1919 la première femme à avoir un rôle principal en tant que femme fatale. Avant elle, il y avait eu Theda Bara, la première femme fatale d'Hollywood, mais elle n'a jamais eu le temps d'écran qu'a eu Olive Thomas. Thomas est l'actrice que l'on voit le plus souvent dans ses films et c'est elle qui dirige toute l'histoire. C'est une première à Hollywood. Malheureusement pour nous, la majorité des films de la grande gloire d'Olive Thomas sont considérés comme perdus. Par contre, on est presque sûr qu'ils n'ont pas péri dans des incendies, ce qui veut dire qu'ils sont rangés très profondément dans des entrepôts, probablement à Hollywood. Peut-être qu'un jour, nous assisterons à la résurrection d'Olive Thomas, je l'espère. Jusqu'en 1920, Olive Thomas va tourner dans plus d'une dizaine de films. Elle est l'un des visages les plus connus des États-Unis. Cependant, la fin prématurée de l'actrice approche.
En 1920, ça fait déjà plus de 4 ans que Olive Thomas et Jack Pickford sont mariés. Leur emploi du temps très chargé des derniers mois n'ont pas permis au couple d'avoir une vie conjugale très proche. Ils se retrouvent souvent éloignés par des milliers de kilomètres afin de tourner dans différents films ou de se retrouver dans des soirées mondaines. Afin d'entretenir la flamme, Jack envoie régulièrement des cadeaux dispendieux à sa femme. Parmi ces présents, on compte des bijoux en or massif, en diamant et des robes d'une qualité exceptionnelle. Olive Thomas est l'une des stars les mieux habillées de toute l'Amérique. Mais en août 1920, l'occasion de prendre des vacances pour le couple se présente. Jack n'a pas de projet d'ambition à réaliser et c'est la même chose pour sa femme. Il décide donc de prendre quelques semaines à Paris afin de se reposer, mais aussi de préparer de futurs projets. Pour le couple, ce sera aussi l'occasion d'avoir une lune de miel, puisqu'en 1916, le cinéma ne leur avait pas permis un tel luxe. Lorsque le couple décide de partir à Paris pour des vacances, il y a plusieurs sources qui indiquent que le mariage battait peut-être de l'aile. Jack Pickford, durant l'été 1920, a connu un énorme scandale concernant son service militaire. Durant la Première Guerre mondiale, Pickford aurait dû normalement servir dans la Navy. Mais on sait que les gens très riches ont parfois des privilèges. Ce fut le cas pour l'acteur. Il aurait donné une très grande somme d'argent afin de ne pas faire la guerre et ainsi rester aux États-Unis pour suivre sa carrière. Au début de l'été 1920, cette histoire s'est fait connaître, on ne sait pas trop comment, et s'est retrouvée dans tous les journaux. Ce scandale a beaucoup joué sur le moral du couple qui se serait mis à se disputer de plus en plus souvent au point parfois d'arriver au coup. Après leur dispute, les deux mariés s'enterrent de cadeaux toujours plus dispendieux afin de s'excuser. Les nombreuses infidélités de Jack ont souvent fait la manchette également, ce qui déplaisait à Olive. À la fin des années 10, Jack aurait contracté la syphilis, maladie transmissible sexuellement très grave qui peut aller jusqu'à provoquer la mort. L'acteur était traité à la chlorure de mercure, qui était utilisée à l'époque contre cette maladie. À petite dose, ça peut aider à traiter la syphilis, mais ça peut devenir rapidement fatal si c'est pris en grande dose. Certaines sources stipulent que Olive était au courant de cette maladie et d'autres vont dire le contraire. Le même été, Olive Thomas est décrite dans plusieurs journaux comme étant la femme qui accumule les aventures à l'insu de son mari. Une nouvelle réputation qui, bien évidemment, ne plaît pas du tout à Jack. Aujourd'hui encore, on ne sait pas vraiment si cette réputation a été fondée sur des faits véridiques ou si c'était seulement des rumeurs. Aucun proche de l'actrice s'est exprimé à ce sujet, ce qui peut laisser penser que Thomas était fidèle, et que toutes ces rumeurs sur ses aventures extra-conjugales étaient inventées de toutes pièces par la vie très festive qu'elle menait. La famille Pickford aurait été très inquiète de la situation du couple et aurait même conseillé à Jack de prendre quelques distances avec sa femme. Fou amoureux d'Olive, il n'aurait jamais pris de distance, ce qui nous emmène à ce voyage de noces entre guillemets en août 1920. Vous voyez un peu dans quel genre de contexte amoureux arrivent Jack et Olive à Paris. Dès leur arrivée en France, le couple en profite pour visiter les cabarets et faire la fête. Ils profitent très bien de ces quelques temps loin de l'industrie du cinéma et profitent même de leur popularité afin de réaliser quelques entrevues pour des journaux parisiens. Le soir du 5 septembre 1920, Jack et Olive décident de sortir jusqu'aux grandes heures de la nuit. Ils se rendent dans le quartier de Montparnasse où ils font ce qu'on appelle une tournée des bars. Ils visitent également les cabarets où ils sont divertis par les danseurs, danseuses, acrobates, chanteurs et tous les artistes de variété de l'époque. Olive est même invitée à monter sur la scène d'un cabaret afin de performer une de ses danses. Autour de 2 heures du matin, très alcoolisés, le couple retrouve leur chambre au Ritz de Paris. Jack Pickford, lui, se serait endormi peu après s'être couché. Mais Olive n'arrive pas à fermer l'œil, embêtée par une soudaine migraine. Vers 3 heures du matin, étant toujours incapable de dormir à cause de sa migraine, l'actrice se lève pour prendre quelques pilules qui l'aideraient à dormir et à calmer son mal de tête. Elle décide aussi d'écrire une note à sa mère avant de la laisser sur la table du salon. Lorsqu'elle se rend à la salle de bain où se trouvent les pilules, Olive n'allume aucune lumière dans l'appartement. En arrivant devant les flacons, elle se trompe. Elle prend la chlorure de mercure
très toxique à grande dose et avale plusieurs comprimés. Les flacons étaient tous écrits en français, ce qui n'a pas aidé Olive qui avait beaucoup bu à différencier les mots dans le noir en plus. Quelques secondes après, elle aurait constaté son erreur et aurait crié de douleur. Avaler plusieurs comprimés de ce médicament très puissant donne instantanément de fortes crampes d'estomac. Réveillé par les cris de sa femme, Jack se serait rendu à la salle de bain affolé où se trouvait Olive, maintenant couchée sur le sol. En état de panique, Jack transporte sa femme sur le canapé où il lui donne plusieurs verres d'eau, croyant diluer le poison. Voyant que Olive continue à se tordre de douleur, il va tenter de la faire vomir en lui donnant des blancs et du jaune d'œuf. Mais c'est une nouvelle fois un échec. À 9 heures du matin, le 6 septembre 1920, près de 6 heures après qu'Olive ait commis l'erreur, Pickford la transporte à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine. Le 10 septembre 1920, Olive Thomas décède après plusieurs jours d'intenses douleurs à l'âge de 25 ans. L'actrice n'a jamais été interrogée par les policiers puisqu'elle n'était pas en mesure de l'être lorsqu'elle était à l'hôpital. Ses dernières paroles auraient été pour son mari: « Je serai bien dans quelques jours, ne t'inquiète pas mon chéri, je t'aime. » Le corps de Olive Thomas est rapatrié par bateau jusqu'aux États-Unis où il est enterré dans un mausolée où le nom de Pickford est écrit à l'entrée. Contre l'avis des Pickford, Jack avait demandé à ce que sa femme soit enterrée sous son nom marié, soit Olive Pickford. Le 29 septembre 1920, plus d'une centaine d'acteurs et d'actrices de renom et seulement quelques membres de la famille Pickford assistent aux funérailles d'Olive Thomas. À la sortie de l'église, des policiers doivent intervenir afin de contrôler la foule de fans qui s'était accumulée dans les rues. La mort d'Olive Thomas est l'un des premiers grands scandales à Hollywood. L'enquête va démontrer que c'est bel et bien un accident, mais les médias ont tellement traité l'affaire, écrivant à peu près toutes les hypothèses, qu'aujourd'hui on peut presque douter de la version officielle. L'une des premières autres versions que les médias vont publier est celle du suicide. On met de l'avant la fameuse note écrite à sa mère peu de temps avant d'ingérer les comprimés toxiques. Une note qui n'a jamais été rendue publique par les autorités. On ne connaît donc pas le contenu de cette lettre. Les journalistes écrivent aussi qu'Olive Thomas était une dépressive chronique et qu'elle noyait sa peine dans sa vie mondaine et ses multiples aventures extraconjugales. Pour ce qui est de sa dépression chronique, personne dans son entourage a mentionné que Olive Thomas a fait une dépression à un moment ou à un autre de sa vie. Et tous les gens qui la connaissaient de près ou même de loin ont raconté que la femme était de nature plus que joyeuse, autant devant le public qu'en privé. Ça veut rien dire, vous me direz, mais l'hypothèse du suicide a été très contredite par ses proches. La deuxième hypothèse abordée par les médias est très controversée puisque ça fait partie de ce que je vous disais être l'un des premiers scandales hollywoodiens. Certains journalistes vont écrire qu'Olive et Jack avaient des addictions à certaines drogues dures. En 1920, au moment de la mort de l'actrice, le cinéma hollywoodien est en plein essor. C'est le début du show business et les acteurs et actrices deviennent des idoles pour des milliers, des centaines de milliers de personnes. La drogue, l'alcool et les habitudes de vie pas très saines sont choses courantes dans le milieu du cinéma, mais le grand public est loin d'être au courant. La mort d'Olive Thomas met au grand jour que certaines de leurs stars peuvent être sujets à des addictions scandaleuses. Les médias se mettent donc à écrire que Olive Thomas était adepte des orgies où se mêlaient cocaïne et autres drogues puissantes. Dans la nuit du 5 au 6 septembre, c'est à la quête d'une de ces drogues qu'elle se serait trompée avec le poison. Une autre hypothèse qui mérite d'être abordée, c'est celle où Jack Pickford aurait poussé Olive Thomas à ingérer le chlorure de mercure. C'est une hypothèse qui a été écrite dans plusieurs journaux importants à l'époque et qui, des années plus tard, sera abordée à la radio. Selon cette rumeur, parce que ça reste qu'une rumeur, rappelons-le, rumeur que j'adhère pas du tout, le soir du 5 septembre, le couple se serait disputé très violemment pour une raison ou pour une autre. À la radio, on va dire qu'Olive Thomas avait découvert que son mari avait contracté la syphilis et l'aurait confronté, ce qui aurait mené à la dispute.
Dans la première version de cette rumeur, Jack Pickford aurait été tellement à bout à un certain moment que d'une manière ou d'une autre, il aurait forcé sa femme à avaler les comprimés toxiques, ce qui aurait mené à la fin prématurée quelques jours plus tard de l'actrice. Thomas n'ayant pas pu être interrogé, il faut donc compter sur le seul témoignage, celui de son mari. Témoignage que je vous ai raconté plus tôt, qui est la dernière soirée du couple le 5 septembre. Jack Pickford va affirmer ne s'être jamais disputé avec sa femme au cours de ses vacances à Paris. Mary Pickford, sa sœur, va elle écrire dans son autobiographie que Jack avait même tenté de se suicider lors du transport par bateau du corps de sa femme. Complètement désespéré, il aurait voulu se jeter à l'eau avant qu'un officier de bateau ne l'en empêche. Certaines mauvaises langues diront que Jack Pickford aurait été noyé par les remords d'avoir assassiné sa femme s'il s'était jeté à l'eau. Il y a une deuxième version de cette rumeur où Pickford pousse Thomas à prendre le poison, une version qui a été écrite plus dans les journaux, mais qui a quand même été racontée à la radio dans les années 60. Pickford et Thomas se seraient disputés, sauf que ce serait Thomas, afin d'effrayer son mari, qui aurait avalé les comprimés par elle-même. Thomas ne sachant pas qu'à grande quantité, ce médicament devenait poison. Pourquoi Thomas aurait voulu ingérer des pilules quelconques afin d'effrayer son mari si elle ne savait même pas que ces comprimés étaient toxiques à grande dose? Je trouve ça un peu étrange comme version. Jack Pickford, lui, a toujours nié avoir assassiné sa femme et encore moins l'avoir poussé à avaler une quantité fatale de chlorure de mercure. Et selon plusieurs sources et les proches de l'acteur, dont Mary Pickford, il ne s'est jamais vraiment remis de la mort d'Olive Thomas. Il s'est marié à 2 autres reprises par la suite, mais il a gardé jusqu'à sa mort en 1933 des dizaines de photos de l'actrice. Dans les années 20, Pickford a aussi eu de graves problèmes de consommation de drogue et d'alcool reliés à de grandes dépressions, probablement dues à la mort d'Olive Thomas. C'est les 3 versions qui ont retenu mon attention et que je trouvais importante de mentionner. À vous de vous faire votre idée, vous m'écrirez pour savoir ce que vous pensez de tout ça. Je suis curieux, accident, meurtre ou suicide, revenez-moi avec ça sur l'Instagram de Close-Up Dramatique. Avant de conclure, faut aussi que je vous parle du fantôme d'Olive Thomas. Depuis les années 20, plusieurs gardiens du New Amsterdam Theatre de New York affirment avoir vu le fantôme de l'actrice. Plusieurs des gardiens racontent avoir vu la femme se promener sur la scène du théâtre avant de disparaître. On l'entendrait pleurer les soirs de grande première dans les coulisses. Lorsque le théâtre est fermé, des affiches seraient tombées, des bancs brisés et plusieurs autres petits incidents de la sorte qu'on attribue à Olive Thomas. Plusieurs plumes et ballons ont mystérieusement été retrouvés dans les coulisses du théâtre également. Des accessoires qui étaient la marque de commerce de la femme à l'époque où elle était une Ziegfeld Girls. Encore aujourd'hui, en 2022, les gardiens racontent voir le fantôme d'Olive Thomas en n'ayant aucune idée de qui elle a été. Ces mêmes gardiens affirment dire bonjour et au revoir à l'énorme portrait de l'actrice installé à l'entrée du théâtre afin de calmer ses mauvais tours. Dans d'autres témoignages, les surveillants racontent qu'Olive tenait dans ses mains une bouteille de poison. Si vous voulez mon avis, ces versions du fantôme ont été inventées de toutes pièces, tout comme la version où Jack Pickford assassine sa femme. Malheureusement tombée dans l'oubli, Olive Thomas a été l'une des plus grandes stars de son époque. Qui peut nous dire qu'aurait été la carrière de l'actrice si elle n'avait pas connu sa fin tragique à seulement 25 ans? Merci d'avoir écouté Close-Up Dramatique. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.